Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie C du grand 1, la nouvelle question sécuritaire. Déjà à la fin de la guerre froide, on a parlé de l'entrée dans un second âge nucléaire qui serait caractérisé par une interrogation sur la légitimité du nucléaire ainsi que du problème de sa prolifération. C'est posé très rapidement la question de la légitimité de ces armes nucléaires qui seraient devenues trop nombreuses et on a essayé d'arrêter donc cette prolifération par des traités déjà de désarmement. Ainsi, en 87, il va avoir le FNI qui est donc un traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire il va permettre de mettre fin à la crise des euromissiles qui aura duré de 67 à 87. En fait, la crise des euromissiles, c'est un épisode de la guerre froide qui fait référence à une montée des tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique concernant le déploiement de missiles nucléaires de moyenne portée en Europe. Et en 87, c'était donc la fin de la crise avec le démantèlement par les États-Unis et l'URSS de leurs armes nucléaires en Europe. Il y a d'autres traités que le FNI pour, pour des traités de désarmement. Il y a par exemple également en 2017 le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qu'on appelle aussi TIAN, qui est un traité international des Nations Unies pour interdire les armes nucléaires dans le monde. Et au-delà même de juste faire des traités de désarmement, il y a aujourd'hui même des traités pour carrément réduire ces armes nucléaires. Ça a commencé en 68 avec le TNP, donc le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Puis d'autres traités vont s'enchaîner, comme en 91 avec le START One, qui est qu'on appelle aussi Strategic Arms Reduction Talks, qui a permis donc de réduire les tests nucléaires à 6000 armes actives entre les États-Unis et l'URSS. Puis en 93, il va avoir le START 2 qui va limiter cette fois les tests nucléaires entre 3000 et 5000 armes actives. En 2002, il y aura le SORT, qui est le Strategic Offensive Reduction Treaty, qui va limiter cette fois les tests nucléaires entre 1700 et 2200. Et enfin, il y aura en 2018 le New Start qui va les limiter à 1550. Il y a également aujourd'hui, même depuis la fin des années 90, des traités sur l'interdiction des essais nucléaires. Comme en 96, il y aura le traité TIS, qui est un traité international par lequel chaque État s'engage à ne pas effectuer d'explosions expérimentales d'armes nucléaires ou d'autres explosions nucléaires dans quelques environnements terrestres que ce soit. Mais cependant, malgré donc les nombreuses mesures que je viens de citer, les traités de désarmement, les traités de réduction des armes nucléaires, ou encore des traités d'introduction des essais nucléaires, ils paraissent aujourd'hui peu adaptés pour régler les nouveaux problèmes de sécurité qui sont le terrorisme et les guerres civiles. En tout cas, euh, dans les années 90 et même un peu plus tôt, il y a eu vraiment un véritable développement de la délégitimation du nucléaire, surtout concernant les pays émergents, avec le développement de zones exemptées d'armes nucléaires. Et donc cela s'est manifesté par la multiplication de traités, comme en 67 en Amérique du Sud, va être créé un traité pour interdire les armes nucléaires donc en Amérique du Sud. En 85, ce sera pareil au Pacifique Sud, qu'on va appeler le traité de Rarotonga. Ce sera pareil en 95 en Asie du Sud-Est avec le traité de Bangkok. Également en Afrique, ce sera plutôt en 96 avec le traité de Pelindaba et pareil également en 2006 en Asie centrale. Euh, euh, donc ça c'était concernant les pays émergents donc qui ont décidé de signer certains traités qui leur empêchent de développer l'arme nucléaire, mais quand il s'agit de grandes puissances, eux en tout cas,
elles n'ont pas du tout renoncé à leurs armes nucléaires. Leur budget reste aujourd'hui très très conséquent. On parle de plus de 100 milliards de dollars par an investis. En fait, pour les grandes puissances, l'arme nucléaire représente un élément de leur dissuasion, et donc c'est un élément indispensable pour leur sécurité. Ça leur garantit une certaine stabilité mondiale. En plus de ça, ça empêcherait peut-être, soi-disant, des guerres entre grandes puissances. Également, pour ces puissances, ça leur permet de conserver un attribut de puissance militaire qui leur donnerait plus de liberté et plus de choix dans leurs décisions stratégiques. Et ça leur permettrait également de marquer un statut international. On peut parler par exemple de la France, du Royaume-Uni dans la conservation de leur influence internationale, ou encore de l'Inde pour sa reconnaissance en tant que grande puissance. Ainsi, il y a encore 14 000 armes nucléaires aujourd'hui actives, dont 92% sont détenues par les États-Unis et la Russie. C'est pourquoi aujourd'hui on peut véritablement parler de danger de la prolifération du nucléaire, et surtout avec l'apparition de nouvelles puissances nucléaires qui ont fait exploser déjà leurs bombes même avant les années 2000. Par exemple, en 1974 ce sera l'Inde, en 1998 le Pakistan, puis en 2006 la Corée du Nord, et de nombreux États essaient de développer leur programme nucléaire, comme l'Iran qui a commencé en 1970. En fait, toutes ces puissances, elles veulent développer ces armes nucléaires pour en fait euh, pour que ça permette leur sécurité nationale. Par exemple, pour la Corée du Nord ou l'Iran, c'était une crainte de l'intervention militaire des États-Unis, et pour l'Inde et le Pakistan, c'était à cause de leur rivalité régionale, notamment autour de la région du Cachemire. En tout cas, cette évolution, elle inquiète parce qu'il y a un risque d'escalade et d'aboutissement vraiment à un véritable emploi de l'arme nucléaire. Également, il y a également une course aujourd'hui à l'armement nucléaire dans certaines régions, et surtout au Moyen-Orient, et ça remet en cause l'efficacité de certains traités sur le contrôle des armes nucléaires, comme le TNP de 68. Et aujourd'hui même, cette évolution, elle inquiète également parce que le nucléaire est alimenté par des réseaux clandestins, comme par des groupes terroristes. Euh, euh, D'ailleurs, il y a même certains États maintenant qui collaborent même pour livrer finalement de la technologie nucléaire. On sait par exemple que Abdul Khan, le père de la bombe pakistanaise, a conseillé et fourni en matériel des pays comme la Corée du Nord, la Libye ou l'Iran. Mais en tout cas, il ne faudrait pas non plus s'affoler. La menace est en partie exagérée parce que le nombre d'États nucléaires demeure restreint. On parle de 9 États qui détiennent des bombes nucléaires. En plus, c'est moins d'États que comparé. Euh, non, en plus, les États qui prétendent à la bombe nucléaire aujourd'hui, elle est très inférieure à ceux des années 70. Et en plus, la technologie nucléaire apparaît trop complexe pour être maîtrisée par des groupes terroristes. Et donc, face à ce développement du nucléaire, depuis 10 ans, on parle même d'un troisième âge nucléaire, avec un renouveau des risques entre les grandes puissances dû à l'impasse de l'arme contrôle. Euh, En fait, malgré les nouveaux accords, il n'y a pas eu de réduction des armes nucléaires stratégiques. Par exemple, en 2010, le New Start entre les États-Unis et la Russie, il a été assez inefficace. Et en plus de cela, on a aujourd'hui le retrait de grandes puissances de certains traités. Aux États-Unis, ça va être surtout dû à l'arrivée de Trump. Ainsi, en 2016, les États-Unis vont se retirer de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Et en 2019, les États-Unis vont se retirer du traité FNI, donc le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui avait été signé en 87. Et puis dans le traité du TIS, en fait, il n'est pas rentré en vigueur à cause du refus de ratification de certains États comme la Chine, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis, la Corée du Nord ou encore Israël.